Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. À présent, il s'agit d'une violence envers la profession et une trahison au message porté. Le journalisme démuselé et les chaînes qui le diffusent redoublent de médiocrité, de bassesse, et ne peuvent inspirer autre chose que du mépris. Les médias, dans leur large majorité, ne couvrent rien d'autre que les apparitions du chef d'état-major. Le moindre déplacement futile, comme la visite d'un centre ou d'une unité médicale, fait l'objet de reportages, de bandeaux, d'informations et alimente la majorité du temps des journaux télévisés. Dans le même temps, des millions d'Algériens investissent les rues depuis 8 mois, 2 fois par semaine, en créant la surprise au sein de la communauté internationale. Pas un mot, pas une image, pas une trace. Les médias de la honte, les médias de la propagande ignorent leur propre peuple qui lutte contre l'injustice et la corruption et les allégeances traîtresses. Ces médias sont entièrement et uniquement au service de la personne du chef d'état-major. Les sous-fifres médiatiques du régime ont une fois pour toutes coupé les ponts avec la noblesse de la profession, ses principes et son éthique. Ils ont failli à la tâche qui leur incombait. Il est donc normal que le peuple, lui aussi, décide de couper tout lien avec eux, avec quand même un mot pour les confrères et les consoeurs qui croient en leur profession et à la responsabilité qui est la leur et qui ne trahissent pas le peuple. Qu'ils se taisent seulement et qu'ils ne prennent pas position par peur peut se comprendre. Par contre, ce qui ne peut pas se comprendre est d'utiliser un média pour diffuser des mensonges et de la propagande. Une énième manipulation. Le porte-parole officiel du gouvernement illégitime met en garde contre les desseins des résidus de la mafia, l'Isaba, qui tentent de toucher l'unité nationale de l'Algérie. Les officiels de la dernière heure se permettent sans vergogne contre ceux-là, même qui ont fait d'eux des hauts fonctionnaires, des responsables, comme on dit. Même Hassan Rabhi ne craint plus désormais de parler de résidus de mafia, l'Isaba, et d'état profond, alors qu'ils sont purs produits. Tous ces visages qui inondent le paysage et qui se moquent des Algériens sont tous des produits de la mafia, des satellites qui germent dans tous les plans de la société et dans tous les secteurs. Personne n'avait la capacité d'occuper des postes et des responsabilités de gravir les échelons sans être recommandé ou parachuté par les services de renseignement. Tous les postes, jusqu'à l'adhésion au parti unique, devaient passer par une décision des services de sécurité et de renseignement. Tous ceux qui sont parvenus à des postes de responsabilité ou qui ont pénétré les antichambres du pouvoir ont pu le faire parce que les renseignements l'ont décidé et pas par rapport à leurs compétences ou leurs capacités. Celui qui impose Ben Salah et Bedoui et tous les visages qui parlent au nom du régime est celui qui a mis à la porte Yahya, Sellel, Louh, Roule et compagnie. Les responsables actuels et les précédents et ceux qui les ont précédés avant sont tous des produits des services de renseignement. Si c'est la mafia et ses résidus qui sont recherchés, c'est vers eux qu'il faut regarder. Le grand vendredi de 1er novembre, le régime du barrage et de routes coupées menace encore une fois de couper littéralement la voie avec un E. Et ce dans tous les secteurs. Je dis bien tous les secteurs. Le pouvoir réel promet de barrer la route à quiconque s'oppose à ces décisions ou les empêche de se réaliser. Le barrage de route est devenu une vraie culture politique propre à ce régime. D'ailleurs, on entend de la bouche des responsables cette expression « il faut barrer la route ». À tout bout de champ, on n'entend presque que ça. Alors, il semble naturel de faire le lien entre ce qui est répété en boucle et ce qui se passe dans la pratique. Ces derniers jours, le régime fait tout ce qui est en son pouvoir, usant et abusant des appareils sécuritaires, judiciaires et médiatiques pour barrer la route à ce qui sera probablement le plus grand vendredi de l'histoire de cette révolution pacifique. Toutes les équipes du régime sont préparées à casser l'initiative, à diaboliser le Hirak et quiconque qui s'en approche. L'histoire retiendra que les coupeurs de route n'ont pas érigé d'État. Seuls les peuples en révolution font l'histoire et posent les bases des civilisations.
Finalement, ce mardi, ils sont plusieurs milliers à investir la rue de la capitale et partout en Algérie pour ce 36e mardi de manifestation contre le pouvoir en place. Les étudiants, dont la mobilisation demeure toujours intacte, ils ont réitéré leurs revendications qui n'arrivent toujours pas à trouver une oreille attentive auprès de la junte. Pour cette nouvelle journée de mobilisation, la foule juvénile a exprimé avec force et détermination inébranlable leur volonté de poursuivre ce mouvement jusqu'à la libération de tous les détenus du Hirak et le démantèlement du régime en place. La foule des étudiants, rejoint comme d'habitude par des citoyens de divers horizons, a fait vibrer la capitale et plusieurs villes. Le cortège qui grossit au fil des minutes s'ébranle de cris. Jazair Hurra, démocratia, état civil et non militaire, Madaniya Machi Askaria. Le rejet de l'élection du 12 décembre est exprimé une nouvelle fois avec force aussi en répétant dégage Gaïd Salah, had l'am ma cache le vote, dégage Gaïd Salah, pas de vote cette année. Ayo, ayo, le bled bledna, Wendiru, Raina, ma cache le vote. Aujourd'hui. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك من أجلك يا وطني. Le peuple prépare son 1er novembre est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir, comme d'habitude, d'accueillir quelques invités ici sur le plateau et par téléphone aussi. Ici, à ma droite, il y a Abdelrahim Moussaouer, premier secrétaire FFS Immigration France. Bonsoir Hossein, bonsoir à mon frère Saïd et Ali. Ça me fait plaisir d'abord de me retrouver parmi vous sur la chaîne El Magharibiya. Et puis je salue tous nos frères en Algérie et ailleurs dans le monde qui nous regardent. Merci, bienvenue, marhaba bik. Avec nous aussi Saïd Aknin, qu'on ne présente plus. Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Marhaba bik, Saïd, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir aux honorables invités qui sont aussi des amis, Abdelrahim et Ali. C'est un plaisir d'échanger avec eux et de débattre. Je salue aussi les téléspectateurs et je dis au peuple algérien, chapeau bas. Merci. Merci Saïd Dakidine, bienvenue encore une fois. Avec nous aussi Ali Boucherka, notre habitué de cette émission aussi. Ali Boucherka, bonsoir. Bonsoir Hussein, salam alaikum. C'est le khair à tous les Algériens qui nous regardent et bonsoir à tous les camarades qui sont sur le plateau. Merci. Avec nous aussi depuis l'université Tizi Ouzou, à Omar Tabet, un étudiant. Omar Tabet, bonsoir, marhaba bik, Azoul. Omar. Omar Tabet, est-ce que Omar est avec nous? Omar Tabet, bonsoir. Bonsoir à tous. Marhaba bik, Omar. Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir surtout à vos invités, Roya Hassi.
Merci infiniment pour l'invitation. Merci. On va commencer par vous, Omar Tabet, mais avant de vous poser une question, on va essayer de regarder ces images tous ensemble. Donc, beaucoup de manifestations aujourd'hui. Les étudiants étaient dans la rue, un peu partout en Algérie, dans plusieurs villes, pour dire basta à ce régime, pour appeler Gaïd Salah à cesser toutes ces manœuvres et revenir à la table de négociation, comme le dit le peuple haut et fort. On va regarder ces images. الاستقلال 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 راينا ولا شباب ايوه بلادنا ونديروا راينا ولا شباب بلادنا ونديروا راينا ولا شباب Omar Tabet, donc on vient de regarder les images. D'habitude, on prenait un étudiant d'Alger, parfois de Tlemcen aussi, Issam qu'on salue et Abdel Jabbar. Aujourd'hui, c'est Tizi Ouzou, un étudiant de l'université Tizi Ouzou, qui nous parlera de cette marche ou de ce mardi, 36e mardi. Omar Tabet, alors mettez-nous un peu dans l'image de ce mardi d'aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui concernant la marche des étudiants, la 36e marche, contestation des étudiants au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou ou bien au niveau de toute l'Algérie, en particulièrement Alger, tout ce que je peux vous dire, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? La seule raison, c'est quand on voit un vieux avec sa vieille qui ont plus de 80 ans à côté des étudiants en revendiquant la même cause, en criant Rahel l'Aïsaba, en criant Makash Intikhabat ma l'Aïsabat, en criant transition obligatoire, la chiwar ma l'Aïsabat. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Pourquoi? Vous savez très bien, chers amis, qu'ils ont essayé à maintes reprises d'étouffer le mouvement estudiantin, d'étouffer le mouvement universitaire. Ils ont essayé à maintes reprises d'écarter. Oui, Omar. On a perdu Omar. On va essayer de le rappeler. Abderrahim Moussawar, donc sur cette marche, ce 36e mardi des étudiants. Un mardi, une marche des étudiants de tous âges, comme vous disiez. Franchement, oui, justement, c'est ce que vient de dire notre ami de Tizi Ouzou, Omar, oui. Omar.
Déjà sur le plan quantitatif, on a l'impression, c'est vrai, on est au 36e mardi des étudiants. Je ne vous cache pas que j'ai eu l'honneur, je dis bien l'honneur, parce que lorsqu'on constate que cette tranche de la société prend en main le destin du pays, c'est pour ça que je dis j'ai eu l'honneur de participer au premier mardi des étudiants, c'était le 26 février à Béjaïa. Je peux vous dire qu'il ressemble au vendredi. Ce qui fait qu'en Algérie, cette année, il y a lundi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a l'impression qu'il y a des étudiants de tous les âges. Oui. Parce qu'à un moment donné, les citoyens se sont joints, ils sont rejoints par tous les citoyens. Ils croient en cette catégorie de la société parce qu'elle joue le rôle du maintien du mouvement depuis le début. Oui. Ensuite, c'est par l'engagement et la détermination des étudiants que l'on pourrait faire le constat ou l'état de notre révolution du sourire. Donc ce que j'ai à dire, c'est que le combat des étudiants, leur implication dans le mouvement citoyen ou dans les mouvements qu'a connu l'Algérie depuis bien avant l'indépendance, parce qu'on peut parler de leur implication durant la guerre d'Algérie, bien avant le 19 mai. D'ailleurs, ça reste toujours une date. L'engagement des étudiants est très ancien, c'est vrai. Donc ça ne date pas d'hier. Mais cette fois-ci, ce que je remarque, c'est que le nombre, il augmente de plus en plus. Il y a eu peut-être une petite période pendant les vacances, mais depuis la rentrée au mois de septembre, on a l'impression que les étudiants étaient impatients de reprendre les études. On souhaite le voir dans une nouvelle République, Inch'Allah. Après, pour cette détermination, franchement, que du positif, parce que même les slogans, le message politique porté par les étudiants, il est inédit, il est très très mature. Par rapport à ces slogans, Omar nous revient, on me dit, Omar Tabat, vous êtes avec nous? Oui, effectivement, je suis désolé. C'est pas grave. Oui, on sait très bien ce qui se passe en ce moment en Algérie avec les coupures Internet et téléphone aussi. Alors, sur ce mardi d'aujourd'hui à Omar, et les slogans qui ont été scandés? Tout le monde sait que les étudiants de Tizi Ouzou, comme les étudiants en sein de cette Algérie, sont déterminés pour une transition démocratique. Les étudiants crient haut et fort ما كاش انتخابات مع العصابات، دولة مدنية ما في عسكرية. Oui. Omar, on a encore une fois perdu Saïd Aknin. On vient de perdre encore une fois Omar et on a vu tous ce qui se passe avec la coupure d'Internet et du téléphone en Algérie en ce moment. Bien sûr qu'ils essaient de mettre l'Algérie sous embargo en essayant de lui imposer une charte de plan. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. D'abord, isoler l'Algérie, sachant pour que l'information ne sort pas et pour que nous qui vivons, qui sommes contraints à l'exil, ne relayons pas l'information et ne soyons pas au courant de ce qui se passe. Sans oublier le rôle qu'avait joué à la fois le Maghribiya et à la fois d'autres espaces de libre débat comme pont et comme aussi passerelle entre les uns et les autres. Ça nous a permis de communiquer. Avant de commencer, d'abord, je remercie les étudiants. La jeunesse est la locomotive de l'histoire. Seulement, ce que fait cette jeunesse d'aujourd'hui, c'est la suite logique et la continuité de ce que furent les étudiants et les lycéens qui ont déclenché un mouvement sans précédent le 19 mai 1956 avec ce slogan formidable. Avec des diplômes en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres. Aujourd'hui, les étudiants disent un peu la même chose avec d'autres moyens de lutte. Nous sommes en plein Silmiya. Cette Silmiya, on parlait tout à l'heure, elle va changer beaucoup de choses. Elle va changer, y compris la praxis politique, la pratique politique. Les étudiants aujourd'hui, et j'y reviendrai tout à l'heure, sont les poumons de la révolution.
Les poumons de la révolution, ce n'est pas pour rien si Gaïd Saleh a décidé de caler certains de ces méli-mélos, mélanges confus et insensés, parce que quand on est militaire et qu'on parle d'économie, et qu'on parle de santé, et qu'on parle de finances, et qu'on parle d'hydrocarbures, et qu'on parle de mouvements des mouches et d'éternuement des escargots... Aujourd'hui, elle a parlé de la santé. Il faudrait bien qu'il regarde de près la santé de son régime, mais aussi et surtout celle de notre pays. Avant de parler de la santé, il faudrait bien qu'il nous dise qui détient le dossier médical de Bouteflika. Si réellement il y a santé dans ce pays et qu'on pourrait éventuellement parler, si réellement il voulait parler de santé, pourquoi qu'il ne nous a pas parlé? Quand un ministre de santé avait ramené sa femme pour accoucher à Paris, s'il voulait réellement nous parler de santé, pourquoi qu'il n'aurait pas parlé quand pour un rhume, pour un verrue, pour un grain de beauté, on faisait transférer leur progéniture. On parle même de sa femme qui se retrouverait actuellement à Paris dans un hôpital parisien. Fort probable. Oui. Et comble d'ironie, l'ancien directeur de l'hôpital militaire à Nadja a rendu l'âme ici à Paris, dans un hôpital ici à Paris. Donc, tous les secteurs sont connus. Le peuple algérien, ce n'est plus un secret pour le peuple algérien de savoir que la santé est malade, que l'éducation est sinistrée, mais Bouteflika nous a construit une mosquée. Au lieu de tomber malade, nous allons prier pour ne plus tomber malade. Au lieu de lire des livres, nous avons prié pour qu'on ait un savoir qui va être révélé. Mais ça, c'est la plus grande supercherie et c'est de la religiosité populiste. Ce n'est pas din ta'shab al-jazairi, ce n'est pas la religion du peuple algérien qui est celle de l'amour de l'autre, qui est celle du partage, qui est celle de la piété et qui est complètement loin de tous ces calculs de l'instrumentalisation du politique dont est habitué le régime et ce, depuis l'indépendance confisquée à aujourd'hui. Les étudiants, c'est la sentinelle. Aujourd'hui, regardez, la force estudiantine, c'est une force qui est comme un phare, qui éclaire l'avenir et qui aussi nous pose un certain nombre d'éléments très importants, que ce soit dans le débat. Ils annoncent les slogans pour le vendredi, c'est-à-dire ils donnent un contenu politique et très fort. Et ce ne sont pas des slogans, c'est la traduction politique parce qu'ils sont les seuls qui ont cette capacité de capter la substance de la révolution et de la traduire tout en étant ascétique. Ascétique, ça veut dire quoi? Les étudiants ils ne courent pas derrière les postes de pouvoir. Les étudiants ne veulent pas briller pour le simple fait de prier. Les étudiants, ce ne sont pas ces anciens ministres, ces anciens députés, et ces actuels députés aussi, ces anciens sénateurs, ces anciens premiers ministres, qui ne sont là à nous prêcher la bonne parole, allant jusqu'à prendre certains pour des porte-paroles du Hirak, alors qu'ils ont mangé avec le régime. كلاو مع الذيب ويبكيو مع الراعي. استحوا شويه يا سيدي. Un ancien ministre qui dit, un ancien premier ministre, et je fais offense au ministre, qui disait il y a une semaine de ça, me semble-t-il, c'est des amis qui m'ont dit, moi je ne les regarde pas, j'ai peur d'avoir une cécité et aussi d'avoir des mouvements d'estomac très forts. Donc je ne les regarde pas. Un ami m'a dit qu'il y a un parmi eux dont le nombre de biens qu'il a aux États-Unis sont incroyables parce qu'aujourd'hui, Gaïd Saleh اشتكى الإمارات تبون هنا جا لهنا فرنسا اشتكى لفرنسا وبن صالح هذا راح لروسيا اشتكي لروسيا والشعب يشتكي لربي يشتكي لربي سبحانه celui qui a la force plus ou la force que divine qu'il nous dise et qu'on va pas se rallier parce que nous on sait que la force divine rien n'y peut contre la force divine. Ali Boucharka, est-ce que les étudiants ont répondu quand même à ce Gaïd Salah dont parlait Saïd Akinine aujourd'hui en disant à Gaïd Salah bye bye, ما كاش الفوت هذا العام؟
Évidemment qu'ils ont répondu à Gaïd Salah. Ça, c'est en premier chef, au système tout entier. Oui. Parce qu'on disait toujours que le Gaïd Salah, il n'a ni l'ossature, ni la prétention de représenter tout un système. C'est trop gros. C'est trop gros et c'est trop grand pour qu'ils se mettent dans les habits d'un système. Donc, les étudiants, ils ont bien entendu répondu au système, Oui. mais ils ont affirmé aussi des aspirations aujourd'hui. Absolument. Notre ami Saïd, il disait que les étudiants, ils éclairent l'avenir, Oui, tout en rompant avec le passé aussi. c'est vrai. Donc ils ont en fait transcendé les passions tristes. À l'époque où la société algérienne était mise sous coupe réglée par ce système, jouant les uns contre les autres, stratégie de division, stratégie de manipulation, Oui, d'infiltration, d'intimidation, de oui. toutes sortes de choses. Je pense que l'université algérienne représente le pays en miniature. L'université algérienne, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On trouve que l'appareil universitaire lui-même, il tombe dans la cécité, il est dans le suivisme, dans la corruption la plus crasse, en même temps que c'est les gens qui entrent à l'université, les forces vives de l'université aujourd'hui se rebellent, ils se rebiffent, ils respirent. Alors les étudiants aujourd'hui, je pense que depuis le 22 février, il s'est passé quelque chose en Algérie. Pas seulement avec les manifestations du vendredi, il s'est passé quelque chose de précis avec les étudiants. Le 22 février... Excepté le régime, tout le monde a compris ça. Aujourd'hui, les étudiants, c'est eux les porteurs de la revendication radicale de rupture avec le système. Ça, on l'a vu depuis maintenant pratiquement 9 mois. Deuxième point, c'est que les étudiants, ils ont montré avec ces marches où on trouve tous les secteurs de la société, toutes les catégories d'âge, se solidarisent avec les étudiants suite à la répression qui s'est abattue sur eux, notamment sur Alger. Et aujourd'hui, cette image des marches du mardi montre la réconciliation générationnelle, la réconciliation politique et sociale du peuple algérien. Troisième point, c'est que la révolution du 22 février, elle sonne le retour du politique. Elle sonne le retour du politique par l'avant-garde estudiantine. C'est que les étudiants d'aujourd'hui, ils rêvent plus de quitter le pays, ils rêvent de l'habiter, mais l'habiter réellement. L'habiter, se l'approprier, se faire représenter et trouver des prolongements institutionnels et constitutionnels qui leur garantissent que demain, quand ils ont les capacités, tout ce qu'ils ont, tout le cahier des charges, des longues et lourdes études universitaires de spécialisation, quand ils terminent leurs études, trouvent des débouchés à la fois politiques, à la fois sociaux, à la fois symboliques dans leur société. Ces étudiants-là, ils ont montré qu'aujourd'hui, que si ce discours et cette aspiration démocratique Oui. a pu avoir un sens, ce n'est qu'avec une rupture avec ce régime et l'espoir de construire quelque chose qui intègre tous les secteurs de la société, les étudiants en premier chef. Merci Ali. Est-ce qu'on a d'autres vidéos à regarder sur les étudiants, Abdallah? On va regarder ces images. ولاد الحركه ولاد القوميه دارهم دي جيش دي بروكيرور دي ديريكتور سونترو مع زقماطي وش اسمو دي جينيرو يروحوا كاع نلعب القاضات لازم تتنقى لا جيستيس هي اللي تتنقى هي الاولى هي كنا تحاسبكم تحاسبنا هي لا جيستيس خونه خونه وعندنا خونه هذيك صحه عندنا خونه استقلال
Istiqlal, 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 Abdelrahim Moussawar, un dernier mot par rapport à ce sujet. Justement, là, je voulais Oui. rebondir sur cette question des étudiants. Ali, notre frère Ali a évoqué certains points qui sont vraiment très Oui. sensibles. Ce que je voulais rajouter par rapport à cette idée des étudiants, c'est qu'ils assurent une sorte de permanence entre un vendredi et un autre Oui, mais pas serait, pour dire que la révolution, elle est là, elle reste intacte et elle continue. Là, si on parle d'une Et autre elles répondent dimension... aussi, elles répondent à l'actualité politique en Algérie. Par Bien exemple, sûr, aujourd'hui, bien sûr. on a vu des slogans par rapport à l'histoire des juges, par exemple. Non seulement Il y a le qadi حر المحبس. Oui. المحابسين. Oui. Non seulement ils répondent à cette question politique, mais eux-mêmes, ils l'alimentent. Absolument. Ils l'alimentent, ce sont, comme vous le disiez tout à l'heure, principalement les slogans portés par les étudiants chaque mardi, qui sont renouvelés et enrichis d'une semaine à une autre, qui sont repris le vendredi. On parle d'une révolution pacifique, ça fait 8 mois, sans aucun incident, mis à part ceux qui ont été provoqués par les forces de l'ordre, suite auxquels, bien sûr, le reste de la société a rejoint les étudiants le mardi. On parle de la maturité politique que portent les étudiants, qui est loin du discours démagogique politique qu'on avait auparavant. Pour la plupart qui faisaient de la politique, c'est que de la démagogie, des discours qui n'ont aucun lien avec la réalité. Mais les étudiants aujourd'hui, ils ont rompu avec ça. 1 + 1 = 2, dégager le Gaïd Salah, le pouvoir, ils mettent en place, d'ailleurs, dans les débuts... Déjà au novembre, dans les débuts, il y avait un certain nombre d'universités qui organisaient tous les jours des conférences. Oui. Ils invitaient Bouchachi, Karim Tabo, des personnalités politiques, dans un but de construire quelque chose de concret. Vous avez également la pluralité qui enrichit cette révolution, et on assiste aujourd'hui à l'égalité, plutôt à la diversité ou la mixité des genres et des générations. Aujourd'hui, lorsque vous voyez des étudiants qui sont rejoints par des personnes qui ont 80-90 ans, ça veut dire que si vous voulez, non, le conflit générationnel n'existe plus aujourd'hui dans l'Algérie de demain. C'est une image, c'est un message que veulent transmettre les étudiants en disant que l'Algérie que nous allons construire est différente et elle va rompre avec les structures ou les mentalités de l'Algérie d'avant le 16 février. Juste sur cette question des âges justement et des générations, qu'allez-vous répondre aux gens qui critiquent aujourd'hui justement le mardi des étudiants en disant que ce n'est plus les étudiants qui marchent, c'est n'importe qui, c'est les vieux, c'est les vieilles, ce n'est pas les étudiants? Oui, le constat, on peut dire que le constat est le même, mais je répondrai autrement en disant que les étudiants qui ont été à une certaine époque, qui ont été pointés du doigt en disant qu'ils n'ont aucun avenir, ils ne transmettent aucun message politique, le fait qu'ils soient rejoints aujourd'hui par le reste de la société, ça veut dire qu'ils sont entendus par des gens de 50-70 ans. Ça veut dire que leur message est transmis jusqu'au fin fond de la société algérienne. Donc c'est-à-dire cette participation des autres tranches d'âge avec les marches des étudiants ne vient pas du néant, tout simplement parce que les étudiants ont transmis quelque chose de concret. Saïd Akinin, de votre côté, est-ce que vous appelez les autres citoyens justement à rejoindre ce mardi des étudiants? Vous Est-ce savez, que c'est un tort? Je ne sais pas. Non? Si? absolument pas. Voilà, bien. Absolument pas. D'abord, Oui. disons pourquoi. Uh-huh. C'est quand il y avait eu cette tentative d'agression des étudiants par le pouvoir totalitaire, sachant que le totalitarisme utilise deux procédés. La force, Oui. la cooptation. Oui. Et la censure? La cooptation, Oui. dans la cooptation, dans la force. Répression, il y a tout, oui. Dans la force, il y a la répression, il y a la censure, il y a la construction de lieux d'opinion, il y a le leadership artificiel, que ce soit économique, politique, intellectuel. Il y a le service de la police politique qui construisent des carrières, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un ensemble de procédés. Pourquoi? Parce que la société, c'est un ensemble. N'opposons pas les uns aux autres. Oui. N'essayons pas de créer... parce qu'à un certain moment, moi, personnellement, j'ai participé sur ce plateau, me semble-t-il, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, avec des partisans
à Saïd Bouteflika et à, comment qu'il s'appelle, celui qui drivait, hein, qui gérait à un certain moment les services secrets algériens, c'est pas Toufik, c'est Tartag. Tartag. Oui. Un ami à Athman Tartag, qui était sur ce plateau, qui essayait de faire comprendre à tout le monde que le problème de l'Algérie, c'est un problème générationnel. Il y a une génération contre une autre. Aujourd'hui, Tartag, il est en prison. Son ami, il est aussi en prison. Et d'ailleurs, si on prend la photo de Bouteflika, du dernier gouvernement de Bouteflika, il y a une partie qui est en prison. Absolument. Il y a une partie qui prépare les élections. Oui. Des Et il y a candidats. une partie qui est candidat aux élections. Oui, c'est vrai. Voici ce qu'il y a. Donc, C'est la je carte reviens. politique. Exactement, la carte politique du régime, oui. du régime algérien. Je reviens à la jeunesse. La jeunesse au sens général du terme, les lycéens, les collégiens, les étudiants, toute la jeunesse, avec ceux qui sont dans les centres de formation, ceux qui travaillent et qui n'ont pas accès au savoir, c'est ces forces. Ceux qui sont dans les champs et qui travaillent la terre, et qui travaillent la terre parce que le savoir, vous savez, la vie, l'école, elle instruit, la vie, elle apprend. C'est pas parce qu'on a un diplôme de plus ou de moins qu'on peut éventuellement trouver une solution ou vulgariser les idées plus que d'autres. C'est pour cette raison que le mardi, c'est pas simplement le mardi des étudiants, c'est le mardi de la jeunesse. C'est un mardi national. C'est un mardi de la jeunesse et il vaut mieux avoir 2 jours Oui. que 3 jours. Aujourd'hui, il y a le samedi des enseignants, le dimanche des avocats, le lundi des étudiants, des travailleurs, Oui. le mardi des étudiants, le mercredi des syndicats, le jeudi Du Mahrez. du Mahrez, et le vendredi, C'est le grand jour. c'est la fête de Gaïd Salah. Avec nous, un étudiant, justement, la fête de Gaïd Salah, très bien dit. Avec nous, un autre étudiant de l'Université d'Alger, Abdel Jabbar. Abdel Jabbar, مرحبا بك. اهلا السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمة. عبد الجبار، كيفاش كانت المسيرة نتاع اليوم في الجزائر؟ يعني اليوم كانت مسيره كانت شويه اكثر من الخطره اللي فاتت بوسيبل على جال 1 نوفمبر. نعم. كان غاشي اكثر بزاف وما الدخول تاعنا زع الشهداء كان بزاف ساهل الخطره هذه. فهمنا نحسبهم. عبد الجبار، هضرنا شويه على هذه القضيه نتاع اول نوفمبر يعني من فضلك، لانه العنوان نتاعنا اليوم هو الشعب يحذر اول نوفمبر. القضيه تاع اول نوفمبر كاين بعض الناس اللي كانوا يشوفوها من قبل اللي جوزها لهم النظام كانوا يشوفوا فيها تاريخ ندير الثوره، لكن دوكا 1 نوفمبر ولات تاريخ الاستقلال الجديد تاعنا ان شاء الله الى حد ربي. يعني باش نشوفوا التاريخ تاع 1 نوفمبر اللي كان يمثل رمز للامه الجزائريه ولا يمثل رمزين يعني للشعب كامل راه يوجد لهذا اسمه لهذا التاريخ. من كل ولايات الناس المعارضين اللي نعرفهم راهم يقولوا بلي رانا جايين كامل العاصمه. نعم. كيفاش حاجه واحده نعم. حاجه واحده اخرى ثاني مام بالك حنا اذا قدرنا باذن الله الطلبه اذا قدرنا راح نسيو كيفاه نديروا مفاجاه مور 1 نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله، الله يوفقكم. عبد الجبار. عبد الجبار، فيما يخص شعارات اليوم، شفنا ايضا شعارات جات يعني كاجابه لقضيه القضاة والحكومه ما قضاة، يعني كيفاش كانت هذه القضيه؟ ما حتى بالنسبه للقضاة اليوم ما فهمتش، كما انا غدوان شارع، كما الاستاذ بن محمد رفدوه، كما بورقعه زادوا له 4 شهور مجاهد بورقعه، وقال لك القضاة راهم اونغراف. هذه الحاجه الحاجه اللي ما فهمناهاش يعني تخلطت لنا. وعفسه واحده اخرى على جال الشعارات تاع اليوم رفعنا بزاف شعارات على بن صالح. نعم. كيفاش؟ يعني كانوا دايرين تجاهل تام للشعب. الشعب يخرج ويندد ويعيط، ما خرجوش داروا ما با تبرير، وراحوا لبوتين باه يشكولوا ويبكولوا عشان يضحك عليهم. يعني حاله مزريه ولاو فيها وهذه انا نشوف فيها بلي هذه اللي زادت شارجات الشعب وشعلاتو. نعم. بن صالح اليوم تكلم، ولكن في رسالته ما اشارش للحراك ولا لطلبه الشعب الجزائري، ولا هدر يعني شويه هكذا يعني
دار دو نفلوريل يعني الائمه والمساجد وباش يديروا الخطبه نهار الجمعه بيان سور باش يقولوا بلي الحراك هذا ما لازمش ولازم نروحوا للانتخابات. تجاهل تام للشعب. ما من هذا الناس اللي راهم يخرجوا يتكلموا باسم الدين وراهم يقولوا الاختلاط في المسيرات. يا اخي بالله عليكم الاختلاط راه في مكه وكاين. كاش راهم يطوفوا رجال وحدهم ونساء وحدهم. هذوما حجج واهيه راهم يجيبوا فيها. ويا اخي كانوا يقولوا باللي الدين ما يدخلش ما يخلطوش مع السياسه وكذا. وكيفاش انتم وحدهم مليح وضدهم ماشي مليح. انتم كطلبه ماذا تنتظرون من بن صالح او قيس صالح يعني ولا شيء اظن؟ يا حمدي باباك واش تستنى من انسان زايد في 42 وداير الجنسيه في ال 65 وحاكم بلاد مش بلاده؟ واش تستنى من انسان اخر؟ الشعب خرج ضد بوتفليقه وطالب به ما يترشحش برك وهو طبق الماده 102 من راسه وبدا يحاسب في العصابه وبالك النص تاع الشعب اللي راه دوكا يخرج عطالو فرصه وسعفوا وانا واحد منهم. كنا نستناو فيه يدير وقفه ويدير عفسه مع الشعب لكن خيب الامل تاع الشعب. والشعب هذا ماشي كي خاب الامل ديالو حيولي للدار بالعكس راح يثور ويثور اكثر من اللي كان مقبل. شكرا عبد الجبار يعطيك الصحه. كلمه اخيره يا عبد الجبار للطلبه اللي راهم يشوفوا ويسمعوا فيك. كلمه اخيره ان شاء الله 1 نوفمبر الميساج الاولياء الطلبه ماشي للطلبه العباد اللي راهم يقولوا لاولادهم يا ودي ما كاش يخرجوا بالجمعه ولا لبناتهم ولا ما قدرش تخليه يخرج واحد ولا تخليها تخرج وحده خرجها وخرج ولا خرجوا وخرج. بيسك الحراك هذا واجب وطني. الحراك هذا عيب يحبس هذا الوقت وعيب نشدوا ولادنا باه ما يخرجوش باه يطالبوا بحقهم في البريود هذه الحساسه اللي رانا فيها. عبد الجبار يعطيك الصحه. اختار اخرى ان شاء الله. بإذن الله جزاك الله. شكرا. On passera au deuxième sujet, donc celui de la presse en Algérie, les médias lourds. Mais avant de commencer le débat, on va regarder ces images ou ce graphique. Abdelrahim, on a beau parler de la presse, des médias en Algérie, beau critiquer, mais ils ne veulent pas se ranger du côté du peuple, du moins la majorité. Au début de la révolution du sourire, à un moment donné, on croyait qu'une bonne partie de la presse a rejoint le Hirak. Oui. D'ailleurs, il y a eu des mouvements de contestation, de grève, oui. Y compris même au sein de l'ENTV, la radio publique, exactement. Fois, oui. Mais aussitôt, ils ont été rappelés à l'ordre pour répondre à leur véritable nature, qui est une presse aux ordres. Cette presse aux ordres, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. On peut même parler de la décennie noire, quoique, bien sûr, j'étais jeune, mais cela ne nous a pas empêché de lire d'anciens articles, de connaître des gens, de connaître d'anciens journalistes qui ont vraiment honoré leur travail de journalisme, oui. Qui ont été fidèles à l'éthique journalistique. Je suis sûr que Saïd Aknin aurait d'autres choses à dire, mais bon, allez-y. Certainement, certainement, bien sûr.
Malheureusement, ce qu'on est en train de constater, peut-être même Oui. on parlerait un peu de l'Magharibia tout à l'heure, puisque c'est Oui. une chaîne qui a subi c'est-à-dire la censure, la tentative de censure au niveau de cette chaîne est allée un peu plus loin parce qu'on a constaté qu'il y a eu une violation du droit dans un pays de droit, qui est la France. Oui. Vous travaillez en collaboration avec un contrat avec un opérateur qui s'appelle Eutelsat. Oui. Finalement, il répond à une exigence des autorités algériennes, des autorités illégitimes, algériennes, oui. injonction bien sûr, Oui. un ordre d'arrêter la Oui. diffusion de l'Magharibia. Je ne vous cache pas, Houssine, que l'une des raisons de ma présence aujourd'hui, justement, c'est d'apporter un soutien aux journalistes qui font leur travail. Merci. C'est pas pour dire. Je peux dire des choses sur le Magharibia. Il y a eu des moments où on n'a pas été d'accord. Il y a eu des questions où peut-être je ne suis pas d'accord. Oui. Mais lorsqu'il s'agit de l'entrave à l'ouverture politique et médiatique, je serai toujours le premier à défendre ce point. Parce qu'on ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas construire des discours politiques sur des bases démocratiques, des bases réalistes, si on ferme la porte aux médias. Le droit aux médias, le droit au journalisme, c'est un droit universel qu'il faut respecter dans tous les pays. On est en Algérie, on défend ce droit. Je reviens sur cette question de presse aux ordres. Dans les années 90, quand il y a eu des assassinats du peuple algérien, Oui. il y a eu une guerre féroce faite contre le peuple algérien. À un moment donné, Hussein Ahmed se posait la question « qui tue qui ?» Oui. Qui tue qui? On a eu la réponse récemment à travers les échanges indirects qu'il y a eu entre Nzar et Gaïd Salah. Ce qui tue qui dans les années 90 a conduit les autorités algériennes à obliger le NTV et leurs relais médiatiques à traiter des gens comme Hamrouch, comme Hussein Ahmed, comme Abdelhamid Mehri de traîtres. Les diaboliser, oui. Parce que tout simplement, il disait qu'en Algérie, il y a un profond problème politique qui doit se résoudre politiquement et non pas par la violence. Donc, ce qu'ils ont fait, ils les ont traités de traîtres. Ils ont fermé toutes les chaînes de télévision sur Aït Ahmed et d'autres opposants. Ils ont ramené des gens de l'Europe comme BHL et Glucksmann. Ils leur ont permis d'avoir des privilèges en Algérie en contrepartie de donner une image contraire à ce qui se passe dans la réalité en Algérie. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La presse internationale, j'y arrive à Hussein, Oui. la presse internationale en Europe, en Amérique, en Europe Oui. de l'Est, en Asie, pour savoir ce qui se passe en Algérie, son miroir, c'est la presse française. La presse française à l'époque, qui était manipulée par BHL et Glucksmann, disait qu'en Algérie, donc il y a le méchant loup, le fils, Oui. et le gentil pouvoir. Donc il voulait dire que le problème opposait les méchants qui viennent de la société à un pouvoir qui a raison. Donc c'est une continuité logique de ce qui s'est passé dans les années 90. Je le dis clairement, j'assume mes propos, ça se passe aujourd'hui. Donc il y a eu des tentatives. Au début, on croyait qu'il y avait une ouverture qui est déclenchée par les journalistes qui travaillaient même dans le secteur public. On a vu quelques Finalement, positions quand même, hein, mais à titre individuel Bien sur sûr, les il y a réseaux sociaux, eu sur leur des page journalistes Facebook, même Twitter, qui ont oui. démissionné. Oui, Je deux, peux vous trois assurer, journalistes ont aujourd'hui, démissionné, oui. ils sont en train de vivre le calvaire. Ouais, j'imagine. Ils n'arrivent plus à trouver un poste de travail. Des pressions de tout genre. Ça veut dire qu'ils subissent des pressions Même de sur la leur part des famille, autorités. oui. Bien sûr, Oui, sur leur oui, famille, oui. leurs proches, leurs cousins. On leur envoie des lettres de menaces. Ouais. Peut-être qu'on ne le dit pas souvent, mais c'est une réalité. Ils sont en train de vivre le calvaire. Le pouvoir a manipulé ces appareils. Il continue de les manipuler aujourd'hui. C'est pour cela que, pour moi, la conclusion à faire, c'est que le seul média, mis à part, bien sûr, ceux qui couvrent la révolution du sourire de bon cœur, qui les font chaque semaine. Vous faites des émissions, 3 émissions par jour, rien que pour ça. Vous vous consacrez à la politique en Algérie. Ici, dans la 3 journée, ici, on en fait parle, plus oui. de 8, oui. Oui, on parle Oui. de Maghrébie en France. Et vous avez, c'est ce qui a poussé les citoyens algériens à ne plus faire confiance en les médias de la honte. De la honte. Donc il y a des directs. C'est grâce aux directs aujourd'hui qu'on voit ce qui se passe dans les rues en Algérie. vrai,
dans les villes, dans les grandes villes. Sinon, si on compte sur ces chaînes de télé qui sont vendues Sur la à un zéro, comme dinar, l'appellent les Algériens. franchement, Saïd Akini, il y a beaucoup de choses sur, à dire. ce sujet, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, Saïd Akini, en Algérie, de déontologie, d'éthique dans ce domaine? C'est individuel. Oui, Il est vrai que, et d'ailleurs nous leur rendons hommage absolument. à ces hommes, ces femmes qui font leur travail et qui essayent de nous rapporter l'information. Oui, La presse en Algérie, c'est plusieurs séquences. D'abord, il y avait, et tout est intrinsèquement lié à la nature du pouvoir politique qui est en place. J'avais commencé la mission en disant qu'un pouvoir totalitaire a deux leviers, celui de la violence et celui de la cooptation. D'abord, juste après l'indépendance, confisquée, c'était la propagande brejnevienne, là où il fallait justement utiliser le populisme contre le peuple, là où il fallait s'inspirer d'un certain nombre de procédés pour hypnotiser le peuple au nom d'un certain nombre de perversions, de concepts et de langage, allant jusqu'à... Et quand le régime totalitaire évoque la patrie, c'est pour arnaquer le peuple. Quand ils évoquent le nationalisme, c'est pour justement trahir la nation. Ça, c'est la deuxième phase. Dans cette première phase, cette presse a titré qu'Ab Ben Ramadan est mort au champ d'honneur. oui. Dans cette première phase, cette presse a titré qu'Aït Ahmed le traître fut capturé. Et puis venait la deuxième phase, c'est la phase d'ouverture. Et dans cette phase d'ouverture éclair, il y a l'ancien rédacteur en chef du Soir qui nous donne déjà un avant-goût de ce que fut cette presse. Farah avait révélé au monde, et d'ailleurs la chronique de Sass Sid Ahmed Semian, quand il a quitté le matin, c'est l'une de ses plus belles chroniques, Oui. où il a accepté à un certain moment Sass, oui. d'avoir joué un rôle qui n'était pas le sien. Farah avait révélé que dans une réunion du commandement militaire, Djizzar, Toufiq, Tartag, Djibbar Mehenna et toute cette clique avaient fait une réunion où ils avaient évoqué l'assassinat jusqu'à 30 000 Algériens. Ouais. Et qu'à l'époque, dans cette période, les papiers pour expliquer un certain nombre d'actes issus du qui, c'était des cahiers de charges où il fallait juste changer le lieu, le nom du journaliste qui signe. La signature en bas, oui. La signature en bas. Et puis venait une autre ère où on avait autorisé un certain nombre de chaînes qui nous parlent des animaux, qui nous parlent d'un certain... Et aussi, ces chaînes ont essayé, cette presse, elle a essayé même de pervertir, tuer, de porter atteinte à l'image de Bourga. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que Bourga, ils ont essayé de le transformer en celui qui n'a jamais fait la guerre, de le transformer... Ce n'était même pas lui, hein. Ils sont même allés chercher dans l'histoire pour Oui. voir le passé de Bourga. Exact. Et ils ont commencé à justifier Oui, ils avaient même déclaré comme que ce n'était pas Bourga, lui. c'était pas lui, c'était... que c'était un homonyme. Oui. Voici la nature. Mais Saïd, pourrions-nous la question attendre qui se pose, pourquoi aujourd'hui ils ont justement autant de chaînes? Pourquoi bloquer Al-Magharibia? Puisqu'ils en ont une centaine de chaînes, je ne sais pas, au moins 60. Mais j'arrive au levier. Oui. Levier avec lesquels ils tiennent ces chaînes. Oui. Ces chaînes, pour qu'elles fonctionnent, il leur faut de l'argent. Il faut de l'argent.
La deuxième des choses, pour qu'un journaliste puisse faire son travail, il faut qu'il ait un statut. Depuis maintenant des années, ils n'ont pas réglé le statut du journaliste. La carte du journaliste aujourd'hui, on l'obtient comme un sésame. Et le statut du journaliste, ça fait des années qu'ils en parlent du statut du journaliste, ça n'a jamais été réglé. Et s'il y a irruption un certain 22 février et que le peuple dit système système, il va partir. C'est parce que tous ces espaces qui devraient être dynamiques, qui devraient être des systèmes, je pourrais même dire en d'autres termes, de médiation sociale, qui peuvent jouer un rôle où on puisse échanger, ramener l'information. Et le système Oui, il ramène l'information qu'on gagne ça. Perverti. Et la NEP, l'agence qui gère la publicité, les tient, mais d'une façon incroyable. Après, effectivement, cette presse couvre très bien Gaïd Salah. C'est la mission qu'on lui a assignée. C'est tout. C'est les ordres. C'est les ordres. On lui a donné un ordre que vous pouvez... dire non. Attendez, on va poser des questions sérieuses. Légitimé par la propagande. Exact. On va poser des questions. Nahar TV. Qui pourrait aujourd'hui enquêter sur la provenance des capitaux de Nahar TV, Shorok TV, El Bilad TV et d'autres TV. Toute TV, oui. Toute TV, qui pourrait éventuellement. Mais après, j'ai lu l'interview accordée à Jamaldin Ben Chenouf sur le Watan, mais on pose la question al Maghrébia. D'où vous vient l'argent? Vous voyez un peu le traitement. Je pense que cette question à elle seule suffit pour répondre à la question pourquoi on s'acharne contre le Maghrébia. C'est simple. On s'acharne parce que elle n'est pas dans l'heure politiquement correcte. Elle n'est pas dans ce qu'ils veulent. Elle ne dit pas ce que Gaïd veut entendre, ce que le régime veut entendre. Elle est là, et ce que le peuple ne doit pas entendre, surtout. Mais aussi, elle permet ce que le régime ne permet pas. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet que moi, avec Rahim, avec Ali, on diverge sur des questions. Mais qu'on peut être là à discuter en toute sérénité. Absolument, heureusement. Elle permet à renouer le lien de confiance dans la société, ce qui est très important. Elle permet aussi à ce qu'on puisse transcender ce qu'appelait tout à l'heure, bien que j'ai beaucoup de réserves par rapport à l'expression du fait qu'elle a été utilisée à un certain moment par la colonisation pour justifier un certain nombre de ses actes. Les passions tristes, bien que, y compris Spinoza, on en a parlé. Vous voyez, transcender un certain nombre de choses qui peuvent être des freins à l'épanouissement, à la construction et à l'impulsion des dynamiques. Mais le 22 février est passé. C'est un tsunami. Ali Boucharka, si je vous demande de faire une petite lecture par rapport à ces expressions ou à ces termes. Khoubza, passion, responsabilité et mission dans les médias. C'est le paradigme, on va dire, politico-financier. Donc les deux leviers principaux par lesquels le régime autoritaire, le régime totalitaire aujourd'hui, parce qu'on a fini par le qualifier ainsi, parce qu'on ne dit pas totalitaire, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas juste des envolées lyriques. Quand on dit totalitaire, c'est un système qui fonctionne de telle sorte qu'il réduit en fait le spectre politique, le spectre social, en fait, à de l'allégeance intégrale. Quand on refuse qu'il puisse y exister des îlots de liberté dans la société, quand on refuse qu'il existe une chaîne qui puisse s'opposer frontalement au système, ça c'est un système autoritaire. Et le système autoritaire, précisément, il n'accepterait d'opposition pour lui, il n'accorderait le statut d'opposition qu'à une opposition aménagée à l'intérieur de son spectre politique. C'est le cas pour l'appareil judiciaire, c'est le cas pour l'appareil politique, et c'est le cas pour l'appareil judiciaire.
L'appareil judiciaire, c'est un appareil propulsé par et pour le régime. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas du tout l'idée d'accorder aux journalistes, au statut de l'information, ou bien pour le bien-être. Et comme, rappelons une chose aussi, c'est que le droit à l'information est un droit garanti par la Constitution. Oui. Dans des républiques formellement et réellement constituées, le citoyen a droit à une information fiable de ce qui se passe dans son pays, les tenants et les aboutissants de toutes les affaires. Sauf qu'en Algérie même, le journaliste n'a pas le droit à cette information. Et donc, bien entendu, maintenant, je ne vais pas rappeler ce que disait Saïd sur les leviers d'influence par lesquels ce régime totalitaire passe et contrôle cet appareil, mais personnellement, je me pose quand même la question. Vous savez, le début de la Révolution a sonné le glas à toutes les positions, on va dire, dans l'ambiguïté. Aujourd'hui, il doit y avoir un moment où on doit trancher. Les 22 qui ont préparé la Révolution ne se sont pas posé beaucoup de questions. Abban et Ben Mehdi qui ont préparé le congrès de la Somme ne se sont pas posé beaucoup de questions. Et tout le peuple algérien révolutionnaire, par rapport à l'ordre colonial, ils ne se sont pas posé la question où sont mes avantages avec l'ordre colonial ou avec la résistance auprès de mes frères et sœurs. Ils ne se sont pas posé la question. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, quand je vois et je regarde ces médias et je regarde ces journalistes, je ne vois pas de journalisme. Je suis désolé de le dire, mais je ne vois pas, précisément pour ces médias et ces journalistes qui y travaillent, je ne vois pas de journalisme. La révolution, elle doit clarifier. On voit clairement des porte-paroles, on voit des agences de services après-vente d'offres politiques pour essayer de les vulgariser au maximum. Et on voit aussi un appareil qui est là comme une chape de plomb supplémentaire sur la société pour ne rien laisser passer. Donc c'est ça en fait aujourd'hui. Rappelons une chose, c'est que chaque révolution, elle a un coût. Oui. Mais le coût de la révolution n'a rien à voir avec le coût du statu quo. Et le statu quo va coûter plus cher aux médias et aux journalistes eux-mêmes que cette aspiration démocratique de demain. Donc on peut perdre des choses aujourd'hui pour en gagner beaucoup mieux demain. Et ce n'est pas en disant ça, et ce que disaient tous mes collègues qui sont ici, les camarades, sans oublier bien entendu de saluer ces journalistes porteurs de ce discours populaire qui couvrent des marches, qui filment. Et ceux-là, on ne doit pas les oublier. Ils travaillent à leur risque et péril. Ils sont généralement traités comme des malfrats qui ont quasiment plus de travail. Alors, je rappelle qu'il y a un journaliste de Chorour qui a fait un statut hier sur sa page Facebook. Il a appelé tous les autres journalistes de l'Algérie à profiter de cette occasion du 1er novembre et d'honorer justement cette profession. Alors pour moi, quand je vois une journaliste de l'ENTV a décidé de ne pas couvrir les élections et elle a dit ceci. Je préfère finir mendiante que d'être à la solde des mensonges. Voilà. C'est pour ça que il y a quand même des prises de position qu'il faut saluer. Il y a des prises de position, et c'est pour dire encore, et a fortiori que c'est possible, finalement. C'est vrai que ça a un coût, mais une révolution mérite ce coût-là. On passe à un autre sujet, celui de Hassan Rabhi, donc, qui porte plein de casquettes. On va regarder avant ce graphique et on revient.
Et voilà, c'était donc Hassan Rabhi, le ministre de la Communication, ministre en même temps de la Culture et porte-parole du gouvernement. On va écouter ce soundbite, justement, cette déclaration à ce même monsieur, et on revient. الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل ولا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بدور الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي يحمي في كل الظروف وباحترافية وثبات حدود الوطن Ali Bouchelka, vous n'êtes pas d'accord. Ça prête à sourire en fait. Tellement le renversement discursif et le renversement dans dans l'énonciation est terrible, quoi. On est dans la ferme des animaux de George Orwell là-dessus. C'est à ce niveau-là, hein. Il ne faut pas monter là-haut et chercher des significations qui n'existent même pas. Qui n'existent même pas et qui ne peuvent même pas se l'imaginer dans leur tête. On est dans la ferme des animaux, où la vache et les lions, où le lion et les lapins, où le lapin il est un chat. Par contre, ça nous renvoie à la nature du responsable chez nous, Ali Bouchelka. La nature du responsable chez nous, je pense que ça, c'est en tout cas le responsable à l'intérieur de ce régime, celui qui accepte de rentrer et faire comment dire, faire fonction et faire carrière dans ce régime. Évidemment que dès le début, il y a un travail de dépossession de soi. C'est une offrande. Il y a un rite sacrificiel quand on rentre dans ce régime. Oui, à chaque fois, ils sont tenus à le dire sous la menace de prendre la porte et voire plus. Donc forcément, un régime comme celui-là, il tolère que deux choses. L'allégeance, ou soit c'est l'allégeance, soit c'est le combat. Et quand il reprend les mêmes propos que ceux de Gaïd Salah, il parle de l'Aïsaba, c'est quand même énorme. Aujourd'hui, le discours de Gaïd Salah, c'est le même qu'on entend chez tous ces énergumènes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là. C'est la stratégie de la confusion. Là où ils vont prendre en fait des choses, ce qu'on appelle les storytelling, c'est de créer un concept ou un personnage et lui donner une consistance politique comme si il est là depuis le temps et qu'il est légitime. C'est ça. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, ils inventent des concepts comme ça, comme la Isaba, sans nous dire spécifiquement de quoi ils retournent, quels sont les gens ciblés, quand est-ce qu'on termine. Parce que le même Gaïd Salah, lui-même, il disait qu'on en a fini avec la Isaba. Aujourd'hui, la Isaba, il est Harrach. Aujourd'hui, finalement, on découvre finalement que la Isaba a en fait, le sens de la Isaba est beaucoup plus étendu que ça. Et demain, et comme d'ailleurs il l'a traité le peuple algérien de Chirdima, aujourd'hui le NTV, rappelons-le, ils ont traité tous les opposants à ces élections de zouaf. Ça a lourd de conséquences. On voit à quel point ils sont même plus en mesure de faire du politique dans les coordonnées politiques. Donc ils sont aujourd'hui dans la stratégie de la fuite en avant. Ça, c'est d'un premier point. Je pense que sur le deuxième point, concernant ce très sinistre ministre-là, celui-là, je pense que c'est un avertissement et c'est un peu l'avertissement final pour cette. Mais est-ce qu'il était obligé de dire oui par respect ou pour, je sais pas, faire l'éloge de Gaïd Salah? Évidemment, aujourd'hui, le pouvoir réel, aujourd'hui, il s'affiche. Et donc, disons les choses clairement, on se pose la question. Ces gens-là qu'on voit maintenant dans les gouvernements, Bedoui, Ben Salah, ce sinistre ministre, imaginons que le commandement militaire change. Imaginons que il n'existe pas une armée algérienne qui se mêle du politique. Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Vous imaginez qu'ils ne vont pas tenir 24 heures face à la pression populaire. Donc aujourd'hui, c'est le commandement militaire qui structure toute la vie politique, institutionnelle, c'est lui qui insuffle, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui juge, c'est lui qui dispense, c'est celui qui décide de tout. Et donc finalement, ce ministre-là, il prend son cahier de charge, on lui dit ce qu'il a à dire, il reçoit son petit communiqué, et il va le lire avec exactement sur le même ton et le même langage
que le commandement militaire. Oui, oui, Donc c'est c'est une exactement stratégie ça. d'alignement pour soi-disant donner le signe d'une unité entre gouvernement et commandement militaire. Ça, c'est un truc. Et de renvoyer un message aussi à Gaïd Salah, c'est dire que voilà, je suis là, bien je sûr, obéis, je suis là, je suis un vrai soldat. Ouais. Dire que je suis un vrai soldat, et de l'autre côté, comme j'ai dit, et ce message, il porte aussi un rappel qui cache une menace derrière pour toute la presse audiovisuelle concernant le fameux positionnement sur les élections. C'est-à-dire fermeture totale, quoi. Ça, Dakni? Sincèrement, moi, personnellement, je ne vais pas non plus analyser le contenu. Oui, en tout cas, il n'y a pas de contenu. Y aurait-il un contenu Y aurait-il un contenu? Et puis, maintenant, c'est... Vous savez, d'abord, dans les régimes totalitaires, il y a des critères d'entrée. L'un des critères d'entrée, c'est la soumission à un ordre établi. L'ordre établi, c'est d'accepter de mentir, c'est d'accepter de voler, c'est d'accepter de tricher, c'est d'accepter de se faire vendre, c'est d'accepter de vendre sa dignité pour plaire au roi, pour plaire à ses supérieurs. Premier élément. Avant, c'était le DRS, aujourd'hui, c'est Gaïd? Bien sûr, avant c'était le commandement militaire. Le commandement militaire dont la police politique était une branche. Aujourd'hui, c'est le commandement militaire. En 1962, c'était le commandement militaire. Et le régime algérien, c'est un régime totalitaire dont la colonne vertébrale est le commandement militaire. Aujourd'hui, il faut marquer, prouver son allégeance au pouvoir de fait, qui est le commandement militaire, par un certain nombre de déclarations. L'une des déclarations auxquelles ils n'arrivent pas à donner un contenu, c'est ce concept corrupteur qui est l'Isaba. L'Isaba, d'abord, Ali Nahid Lina, il l'a dit tout à l'heure, c'est un concept élastique. Mais pourquoi ils oublient ça? Ils font tous partie de cette Isaba. Je vais être factuel. Oui. Je vais être factuel. Je vais poser une question. Nous en savons tous que Tawfiq, l'Isaba, il est en prison. Nous en savons tous que Tahkout Isaba, il est en prison. Nous en savons tous, et tout le peuple algérien sait que Nzar et Isaba, c'est eux qui lui ont permis de fuir. Nous en savons tous que Ouihia Isaba, c'est qui a permis à son fils de fuir. Nous en savons tous que la Isaba qu'ils identifiaient à un certain moment, elle est en prison. Pourquoi qu'ils continuent alors à parler de l'Isaba? Mais par contre, le peuple, il ne se fait pas corrompre, contrairement au régime. Parce que l'un des éléments d'acceptation, d'intégration à l'intérieur du régime, c'est l'aliénation. Il faut aliéner ses convictions, oublier sa personne, pervertir ses valeurs et leur permettre aussi de détenir un dossier contre toi. Oui. Je termine. Oui. Mais c'est Isaba. C'est quoi ces attributs? C'est le vol? Est-ce que Gaïd Salah n'a pas volé? Est-ce que le commandement militaire n'a pas volé? C'est quoi les attributs de l'Isaba? Est-ce qu'il est illégitime, l'Isaba? Est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont légitimes? Est-ce que l'un des attributs de l'Isaba, c'est d'avoir assassiné? Est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas assassiné? Est-ce que c'est la destruction du pays? Est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas détruit le pays? C'est pour cette raison que le peuple le dépasse de maturité, a dit, mais attendez. L'Isaba, c'est gars kif, et en plus de ça, nous on parle du système. C'est encore beaucoup plus. Sinon, dans la même déclaration, personnes et les pratiques des personnes. Saïd, il faut qu'on avance un peu. Sinon, dans la même déclaration, il parle des élections. Alors, parlons-en un peu de ces élections. Non, moi, on peut les appeler Al-Khassiet, on peut les appeler Al-Hamariet, on peut les appeler comme on veut, oui. Parce que pour pouvoir organiser une élection, est-ce que c'est des conditions d'organisation d'élection? Pour plusieurs raisons. D'abord, un gouvernement illégitime. Oui. Illégitime. Et il nous avance, pour les adorateurs du rigorisme juridique,
ce qui est loin mon cas, parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui te disent que l'Algérie de demain, la Deuxième République, c'est un État de droit, point. Non, c'est pas simplement ça. Le partage de la richesse, il doit aussi être inclus, si on veut parler de tout ça. Mais pas que. La séparation des pouvoirs, les contre-pouvoirs, l'ascétisme politique, la déprofessionnalisation de la politique, ainsi de suite. C'est beaucoup de choses. Donc, quelles sont les élections? Elles sont où, les élections? Aucun d'eux, aucune danseuse ne fait la campagne. Aucune danseuse ne danse. Ils ne font pas la campagne. Abdelrahim, sur ces élections, les candidats... Écoute, la guerre de libération nationale a été déclenchée par 22. Et le Hirak, ils veulent le trahir à 22. Il y a combien de danseuses? 22. Donc, le peuple algérien leur dit, mais qu'est-ce intikhabat yal isabat? C'est le peuple qu'il faut écouter, mais qu'est-ce intikhabat? Abdelrahim, 22, alors les 22 historiques, 22 février la Révolution, 22 candidats. Les Algériens se demandent d'ailleurs comment ils ont pu quand même récolter toutes ces signatures, plus d'1 200 000 signatures. Je suis tout à fait d'accord avec Hussein, mais il y a une chose qui est plus importante que celle-là. Pour les élections, personnellement, j'aime pas en parler, même si on va en discuter en quelques phrases. Non, pas que. Parce que quand on parlait des responsables, des ministres qui sont nommés actuellement, justement, le serment qu'ils ont prêté, c'était quoi? Il est synonyme de quoi? Il est synonyme de vente d'honneur et vente de principe. Sortir sur une chaîne de télé et dire « Cherdem à l'Aïsaba, Ba'd al-Anasser », porté par le chef d'État illégitime, pour qualifier une vingtaine de millions d'Algériens qui sortent toutes les semaines de quelques éléments. Justement, cela reflète le fait d'avoir vendu son honneur, ses principes. La façon dont ces candidats se sont portés candidats, ça s'inscrit dans la même perspective. Ça veut dire qu'il faut, comme on le dit dans le dialecte algérien, c'est-à-dire avoir l'audace de se présenter comme candidat, de dire que le peuple est avec moi. Moi, j'ai juste une petite question, une seule demande. Ceux qui se portent candidats aujourd'hui, ceux qui disent le peuple est avec nous, un vendredi, sortez dans la rue. On va voir votre popularité. Ayez le courage de vous présenter, de sortir dans la rue. Ali Bouchelka, il va y avoir d'élections ou pas? Je me rappelle que Adel Lahouari a écrit un article hier là où il dit que c'est impossible en tout cas ces élections. Vous me demandez de parler des élections, je vais parler du 1er novembre. Oui. Parce que pour nous, la vraie élection, pour nous, ils vont voir le sandour populaire, le sandour Chabi, ils vont voir le grand sandour Chabi, on va voir qui va remplir ce sandour. Les Algériens, ils ont opté, les Algériens, ils ont voté déjà. Et aujourd'hui, il s'agit de concrétiser ce vote. Donc c'est une volonté commune. Et surtout que pour cette marche historique de 1er novembre, c'est contre l'aspiration. C'est visiblement le retour de la grande histoire en Algérie. Parce que entre l'aspiration populaire, quand elle est rejointe par le symbole politique, le 22 février, le 1er novembre, c'était un vendredi, le 5 juillet, c'était un vendredi. Le 8 mars, c'était un vendredi. Le 8 mars, c'était un vendredi. Alors, évidemment, l'être social algérien peut entrevoir les termes de sa libération. Les élections, ils seront ici, maintenant, le 1er novembre. Donc là, ils vont voir que le peuple algérien aura choisi, il aura tranché. En quoi ces élections vont régler le problème de la rapatriement de la souveraineté populaire? En quoi ces élections vont toucher aux prérogatives du président de la République? En quoi ces élections ont bloqué le projet des hydrocarbures et le bradage des richesses nationales? En quoi c'est... Mais Ali, le régime est conscient de tout ça ou pas, le régime? Évidemment, mais... Alors pourquoi il veut aller coûte que coûte? Il va dans ces élections, ce n'est certainement pas sur ces questions que j'essaie d'énumérer depuis tout à l'heure, il va juste pour renouveler sa vitrine politique. Il travaille parce que le commandement militaire, c'est un mouvement ou là une organisation qui a préféré rester derrière, opaque, et donner ses nouveaux représentants. Hier, c'était le personnel politique, c'était Ouihia Sellal Ould Abbas, Tej, le MPA, le RND, le FLN. Aujourd'hui, ils veulent refaire ça. Et l'espace politique qu'a pris la Bouteflika, aujourd'hui, ils veulent la remplir avec un nouveau personnel. Voilà à quoi
cette signification politique qu'on peut donner à ces élections. Alors il s'agit Donc, ce 1er non seulement de les boycotter, mais de les combattre, de les faire annuler. Et toutes les indications montrent aujourd'hui et vont dans le sens où le peuple algérien va triompher. Je crois que par rapport à ces élections du 12 décembre, comme le dit Ali, c'est le renouvellement de cette vitrine, même vis-à-vis de l'international. Parce que ces collaborateurs internationaux, à un moment donné, ils se posent la question, ils lui imposent de se renouveler, d'avoir comme partenaire un gouvernement légitime, entre guillemets, légitime, issu d'une élection. Quel que soit le mode d'élection, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les élections se font, l'essentiel pour eux, c'est d'avoir affaire à un gouvernement algérien, entre guillemets, je le dis parce qu'il ne sera jamais légitime dans les circonstances actuelles, mais c'est juste pour dire qu'avec l'Algérie, on a devant nous un gouvernement issu des élections, tout est réglé en Algérie, donc on peut travailler avec les accords d'association, etc. Sinon, pour le 1er novembre, vous voulez rajouter quelque chose? La communauté algérienne établie en France et en Europe organisera une marche de place de la République jusqu'à la place de la Bastille à 14h, comme c'était le cas dans le 15 septembre, le 30 juin, le 6 octobre. Mais cette fois-ci, ça va de place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Oui, c'est à 14h. C'est un vendredi, justement. C'est bénéfique. On peut dire que cette révolution, elle est bénie parce que même le vendredi en France, c'est un jour férié. Ouais. En Europe, principalement, c'est un jour férié. Donc, ça va permettre à tout le monde. D'ailleurs, je demande à tous les Algériens établis en Europe de rejoindre Paris le 1er novembre pour réussir cette marche. Et si tu me permets, Houssine, je remercie et je rends hommage à tous ces militants qui font partie de plus de 25 collectifs qui travaillent nuit et jour pour la réussite de cet événement. Merci, Saïd Akinin. D'abord, moi, j'ai envie de parler de... Rapidement, parce que... Exactement. Le 30, demain soir, l'UAF, l'Union des étudiants algériens de France, organise une conférence à l'Université Paris 8 au niveau de la coupole, ligne 13 de métro, terminus, entre 19h et 21h avec Abbas Hamadan. Oui. Abbas Hamadan, ancien conseiller d'Aït Hamed. Et autour de quel thème? Le thème, c'est la transition pour passer de la dictature militaire à la démocratie. Ça de un. De deux, je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les Algériennes et les Algériens, à tous nos frères et nos sœurs qui sont en France, en Belgique, qui sont en Allemagne, qui sont en Angleterre, qui sont en Suisse, qui sont dans toutes les régions de France, de venir assister massivement, participer, faire leur devoir, notre obligation, le 1er novembre, pour vulgariser ce verdict qu'a prononcé Bourga'a au visage du régime. Je ne vous réponds pas, vous êtes illégitime. Je suis un commandant de l'ALN et je ne vais pas trahir le Hirak. À nous de faire notre devoir, de faire en sorte que cette révolution dure, que cette révolution aboutisse, que ce 1er novembre soit le jour de la consécration, soit le plus beau jour de l'Algérie. Merci Saïd Akinin, merci Ali Boucherka, merci Abdelrahim Moussawar, merci à nos étudiants Abdel Jabbar et Omar Tabet. Moi, je finirai par cette phrase publiée par notre confrère Akram Khariev qui disait aux Algériens concernés par la marche du 1er novembre. J'aurais une suggestion simple. Si l'un de vous a un père ou un oncle ou un grand-père shahid de notre glorieuse révolution de la décennie noire, marcher ce vendredi 1er novembre en arborant son portrait ou leur portrait. Je suis certain qu'ils auraient aimé être avec nous. Allah yarham shuhada, quelles que soient les positions de leurs descendants. Merci, cette émission arrive à sa fin. Qimad Dilhana, salam alaikum.